Salut les Smarts, salut les Marks et bienvenue sur Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch qui regarde, résume et analyse pour vous tous les semaines les shows de la WWE. Je suis l'amiral Armbar et ce soir pour vous résumer et analyser donc Monday Night Raw, j'ai avec moi Raphaël. Comment ça va Raphaël? Bah ça va bien, ça va fort bien, chaudement chez moi mais ça va bien. Et toi l'amiral, comment vas-tu? C'est la première fois que je te vois depuis le Japon, tu nous reviens avec une dégaine un peu particulière, donc c'est la tenue japonaise? Même pas, mais pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, vous pouvez voir que je suis déguisé en gros chien, en Roman Reigns, hein, parce que je me suis dit que le seul moyen de rendre intéressant cet épisode de Raw, c'était que je me déguise en quelque chose. Parce D'accord. qu'effectivement, comme vous allez le voir, donc c'est le Raw, le Go Home Show juste avant Extreme Rules, et c'est pas très folichon. Eh Donc, bien je vois que tu donnes envie à nos auditeurs d'écouter ce podcast en entier. mais oui, Oui, oui. écoutez-le, regardez-le, believe that, et on commence donc de suite avec l'intro du show qui démarre sur un Miz TV. Donc avec le hit couple Miz et Maryse qui arrive sur le ring, hein, donc le Miz qui a un match de championnat intercontinental contre Dean Ambrose prévu à Extreme Rules, donc avec une clause que si Dean Ambrose est disqualifié, eh bien Dean Ambrose perd sa ceinture puisque le Miz rappelle que selon lui, les règles sont faites pour les gens comme Dean Ambrose, qui ne les respectent pas, qui font n'importe quoi, qui trichent comme il a fait il y a quelques semaines, mais évidemment c'est le Miz qui se la raconte. Et il fait appel, sans plus tarder, à ses invités, puisque c'est pas un invité mais deux, à savoir Cesaro et Sheamus qui débarquent avec leur nouvelle tenue hein, et leur attitude ilesque maintenant. Eux-mêmes ont un match contre les Hardy Boys à Extreme Rules, un match donc dans une Steel Cage. Et donc voilà, les Cesaro et Sheamus disent que ils avaient normalement un titre qui était pour eux un moment à WrestleMania jusqu'à ce que les Hardy Boys reviennent et gâchent leur moment à WrestleMania. Et donc c'est pas normal, ils vont se venger de ça et reprendre les titres. Le Miz, lui, revient à ses affaires personnelles, repart de Dean Ambrose, et bien entendu, c'est Dean Ambrose qui débarque, qui dit que bon, bah, le mec, il est un peu lunatique, hein, il est un peu hystérique, il fait des trucs qu'il regrette, comme venir là, alors que, bah, ils sont 3 contre 1, mais ça dure pas longtemps, puisque, surprise, qui c'est qui débarque, vous l'aurez deviné, bah, c'est les Hardy Boys, forcément, hein. Donc 3 contre 3, tout ça nous amène sans grande surprise à un match donc entre les champions par équipe et champions intercontinental contre les challengers. Un match s'ensuit assez classique qui dure un petit moment. On a quelques spots un peu rigolos et quelques petits botches aussi. Hein. Un tag tout bizarre fait sur Jeff Hardy, Matt Hardy, ils savent pas trop, c'est un peu confus. Mais au final, ce qui se passe, eh bien, c'est que les gentils gagnent. On a Ambrose qui met son Dirty Deeds à Cesaro et qui expulse Sheamus à l'extérieur. Il lui fait un suicide dive avant que Matt Hardy fasse un Twist of Fate et que Jeff fasse sa Swanton Bomb de la 3e corde. Donc, victoire des gentils champions, défaite des méchants. Qu'as-tu pensé de cette intro, Raphaël? Bon, bah, sur le match en tout cas oui, on déroule du très facile et la fin... Bah, exactement ce que le public aurait payé pour voir. Ça fait quelques semaines que les Hardys sont là et qu'à chaque fois ils font ce que la foule veut voir, quoi. Un petit twist of fate, un petit swanton bomb, etc. L'intro était pas mal. Bon, après le Miz est toujours assez bon au micro. J'étais presque étonné qu'il ait des invités pour une fois qui ne le concernent pas lui directement, mais qui réinvitent comme il faisait à l'époque d'autres mecs du roster. Bon, moi j'ai un peu de mal, je l'ai déjà dit, avec Cesaro et Sheamus en heel, ça fonctionne moyen, je trouve. Bah c'est sûr que c'est un peu bizarre, ça coupe un peu la hype positive Clairement. qu'ils avaient réussi à faire sur les deux, hein, drivé par Cesaro qui a toujours été un chouchou de la foule, et Sheamus qui au fur et à mesure devenait un peu rigolo, un peu sympa. Là ils en font des espèces de badass avec leur kit et leur veste militaire. Ouais, à voir. En tout cas c'était assez classique, et même si comme tu le dis, le Miz pour une fois a invité des gens sur une intrigue qui ne concerne pas, il a ramené rapidement la couverture à lui. Donc est-ce que c'est un inverse booking, hein? Est-ce que finalement les méchants vont gagner Extreme Rules ou pas? En tout cas, c'est ce qu'a dit Corey Graves, qui a dit peut-être que la situation sera exactement l'inverse la semaine prochaine, puisqu'on avait effectivement les champions contre les challengers. En tout cas, j'ai trouvé que Dean Ambrose était booké très 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 fort. C'est lui qui a quasiment tout fait, hein, Ouais. parce que les Hardy, faut dire aussi, je pense qu'on les protège bien physiquement. Donc Dean Ambrose, il a défoncé tout le monde. Du coup, le Miz est apparu un peu faible, ce qui est souvent son rôle. Et je pense que la stipulation, l'avantage, va probablement le faire gagner. Après, c'est vrai que Cesaro et Sheamus, contre les Hardy, j'ai toujours l'impression qu'ils sont avec le gros frein à main et ils donnent toujours l'impression
de perdre alors qu'ils sont plus forts. Mais Ouais. bon, les Hardy, c'est les Hardy, quoi. Mais C'est ça, et je sais pas si tu partages mon point de vue sur Matt Hardy, hein, je l'ai dit la semaine dernière encore avec Ringside au podcast, je trouve que Matt Hardy est vraiment mou du genou et du Twist of Fate. Hein. Toi, tu aimes bien ce retour de Matt Hardy ou pas? moi, j'aime bien le retour des Hardy, mais on sait pas trop. Oui, en soi, qu'il soit revenu en 2017, c'était inattendu, donc euh, pour le merchandising, etc., pour la hype. Après, là, on sent qu'on est gentillé. S'ils font pas dans le mois prochain, je dirais, un truc qui est un peu plus original, donc Ouais. broken gimmick ou pas, ça risque de vite devenir un peu lassant, Mm. parce que là, ils sont mous, ils parlent pas trop, ils n'ont pas spécialement d'interaction. Bon, Ouais. ils sont sur leurs acquis. Ça peut durer un petit peu, mais ça durera pas trop, je pense. Hein. Ils vont vite nous lasser, sinon. Hmm. Ouais, on verra leur match Extreme Rules donc ce dimanche, hein, on fera un podcast dessus évidemment. Donc stipulation Steel Cage, peut-être que là enfin la team Extreme va donner un peu de sens à leur mot, enfin leur titre. Hein. Est-ce Oui. qu'ils vont faire quelque chose d'exceptionnel? On aura certainement des jolis spots de voltige suicidaire de la part de Jeff Hardy. On verra bien. Suite à ça, qui était absolument pas surprenant comme segment d'ouverture, on a un truc par contre qui est peut-être la seule vraie surprise de ce Raw, puisqu'on voit la table des commentateurs et d'un coup Corey Graves qui regarde son portable, prend un air grave, visiblement il a reçu un texto et s'en va. Quitte donc ses collègues Michael Cole et Booker T qui ne comprennent pas. Et quelques instants après, on voit en coulisses Corey Graves qui montre le texto à Kurt Angle qui lit ce texto-là et qui lit en gros quelque chose qui le discrédite, quelqu'un qui dit qu'il est une disgrâce pour la WWE, donc il demande forcément à Corey Graves d'où est-ce qu'il tient ça. Corey Graves qui fait écoute, moi les gens me disent des trucs, hein, je sais pas trop pourquoi, mais les gens me parlent, je voulais te montrer ça Kurt, que tu saches. Et on n'en apprendra pas plus. Donc un segment mystère, parfois la WWE fait des segments comme ça un peu d'enquête avec un petit mystère qui traîne. Toi, ton ressenti par rapport à ça, par rapport à ce segment et qu'est-ce que ça peut être derrière? Moi, j'ai pas trop compris si c'était lié à tout ce qui a suivi ensuite avec l'histoire de Enzo Amore qui se fait taper sans qu'on sache par qui, puisqu'il y a eu aussi une interaction pardon, avec Corey Graves. Donc je sais pas trop, mais en tout cas, c'est vrai qu'on dit beaucoup de bien de Graves. Donc si tout d'un coup il décide d'en faire autre chose qu'un simple commentateur et de le faire un peu interagir, moi j'aimerais bien le voir devenir manager ou quelque chose comme ça. Hmm. Ça peut être sympa. En tout cas, c'est vrai qu'avoir un truc dans un épisode comme ça qui sème des graines sans qu'on sache trop vite, on va voir. Ouais, donc voilà, effectivement, deux choses en ça. Corey Graves qui est utilisé autrement que pour être un commentateur, mais pour porter une storyline. Et derrière, qui sait qui peut raconter autant de saloperies sur le dos de Kurt Angle? Est-ce que c'est peut-être pour annoncer le retour de la commissionnaire Stéphanie, hein, puisque pour rappel, Kurt Angle a été nommé par son père, et c'est pas parce que c'est une McMahon qu'elle est toujours contente de ce que fait son père, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? On verra, en tout cas, c'est pas ce soir qu'on en saura plus. La suite, eh bien, c'est un deuxième match à Raw de Elias Samson, le drifter. Donc, qui commence effectivement comme Raphaël nous le mime à la caméra par une petite chanson, hein, l'habitude qu'il avait à NXT. Donc au centre du ring, sur son tabouret, il gratte trois accords, il raconte sa chanson. Donc il raconte pour une fois un truc, hein, donc en accord avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Il avait eu un match contre Dean Ambrose qu'il avait gagné par disqualification puisque le Miz était venu taper Elias Samson afin de lui offrir la victoire. En tous les cas, ce soir, le drifter, il est seul. Face à qui? Face à Zach Evans. Vous ne le connaissez pas, c'est normal, vous ne le reverrez plus jamais. C'est un no-name qui se fait squasher en 3 minutes par Elias Samson. Principalement rien comme spot intéressant, c'est que des gros coups. Elias Samson qui est un gros bébé, Zach Evans qui est un peu une crevette par rapport à lui, donc il se prend des gros coups de poing, des gros coups de coude, des gros coups de genoux, des gros coups de pied. À la fin, donc il fait son rolling cutter pour la victoire, 1, 2, 3. On n'a pas vu grand chose dans ce match. Est-ce que toi, ça t'intéresse pour l'instant, le drifter? Donc, je suis mitigé. Son finisher est joli. Son finisher est joli. Après, là, il le porte facilement sur des no-names qui sont des crevettes. Après, moi j'aime bien cette ambiance là quand il gratte sa guitare et qu'il dit deux trois trucs. J'ai trouvé le public absolument mort. Je crois que si j'avais été dans la salle, j'aurais un peu plus réagi, mais c'est vrai qu'on sait pas vraiment en fait parce qu'il est heel. Mais en même temps, moi, ce genre de moment, j'ai plutôt envie de popper. Enfin, je trouve ça drôle, donc j'ai envie de dire ouais. Et en même temps, on dirait qu'il faut plus dire, il faut plus huer. On sait pas trop. Bah c'est vrai Donc que là aussi, ouais. le public ce soir était assez silencieux, réagissait
pas vraiment, à part les grosses stars, c'était un peu mou. Après, Ouais. c'est clair qu'à NXT, hein, quand il faisait ce gimmick, le drifter, il recevait plutôt des boos que des pops. Ouais. Mais là, ce que je trouvais qui est intéressant, c'est que, ben, au moins dans sa chanson, il relatait ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc peut-être ce sera sa manière à lui de faire des promos, avec quelques petits accords. On verra bien. Enfin, pour l'instant, ils vont peut-être faire le traitement Braun Strowman, hein, le faire combattre pendant plusieurs semaines contre des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne verra plus jamais, pour montrer le monstre qu'il est. Par contre, c'est un Ouais. peu dommage. Juste une semaine après un match contre le champion intercontinental, le faire Oui. catcher contre un mec comme ça n'a pas vraiment de sens en termes de booking. Bah, Ça, c'est c'est... bizarre, ouais. Mm, mm. Surtout les passages, enfin, c'est jamais avec la WWE, mais les passages coulisses étaient au contraire plutôt rigolos, donc ça a instauré un semi-face, et là ils vont oui, devoir nous l'instaurer en heel, donc Ouais. ouais, des jobbers pas très intéressants. C'est ça. Alors, est-ce que Samson deviendra lui aussi un jobber pas très intéressant ou ils en font quelque chose? On verra dans les semaines à venir. En tout cas, pas de programme annoncé hein, pour le drifter, pour Extreme Rules pour l'instant, à moins qu'il se retrouve dans un Non, match pourri dans le pre-show. Mais pour l'instant, rien au programme. contre le Honky Tonk Man peut-être un jour. Ouais, un duel de guitare, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Ça se poursuit dans les coulisses, on voit le Samoan, donc Samoa Joe qui est en train de regarder la télé, il regarde donc Finn Balor, et c'est le documentaire 24 hein, sur Finn Balor, sa blessure, sa vie, son retour, et donc là il y a Charlie Caruso qui vient l'interviewer, genre mais qu'est-ce que tu fais Joe, qu'est-ce que tu regardes? Et puis il dit voilà je regarde le reportage afin d'étudier Finn Balor pour pouvoir savoir comment mieux le détruire, comment mieux lui faire mal. Parce que Finn Balor, je le connais bien, je veux le connaître par cœur. Par contre, Bray Wyatt, eh bien du coup, c'est celui que je ne connais pas, c'est le diable que je ne connais pas. Et là, avant qu'il finisse sa phrase, forcément, il est interrompu par le montage vidéo creepy des Wyatt. Et donc Bray Wyatt qui, pendant quelques minutes, va raconter avec des hyperboles et circonvolutions occultes dont il a le secret que oui, effectivement, Joe ne connaît pas Bray Wyatt et que Bray Wyatt est le seul à pouvoir donc détruire la bête Brock Lesnar. Et tout ceci nous amène au match donc triple threat entre ces deux-là et Finn Balor, donc ce qui a été annoncé comme un des deux main events hein, de la soirée, mais qui a lieu durant la première heure du show. Donc comme l'avait dit CM Punk il y a longtemps, arrêtez de vous foutre de ma gueule, le main event c'est le match qui clôt le show, c'est pas un truc qui est au milieu ou au début. Donc voilà, même s'ils essaient de nous faire croire que c'est un main event, ça n'en est pas un. Malgré tout, c'est quand même un match assez sympa entre les trois. Donc trois adversaires qui s'affronteront avec en plus Seth Rollins et Roman Reigns lors donc du Fatal 5-Way Extreme Rules pour déterminer le first contender contre Brock Lesnar. Donc on a quelques passages assez sympathiques, notamment du coup un Tower of Doom qui est fait, hein, avec une powerbomb, un superplex par Balor, Joe et Wyatt, avec donc derrière Wyatt qui fait un Sister Abigail sur Balor, mais Joe qui interrompt Wyatt et le met dans sa coquina clutch. Balor qui donc met effectivement un gros coup de pied à Joe pour interrompre ce coup, avec derrière effectivement un diving somersault à l'extérieur du ring sur les deux autres par Balor. Bref, une belle alchimie entre les trois. Au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant longtemps, les trois étaient en indépendant, il n'y avait pas d'alliance, mais au bout d'un moment, après la pause pub, eh bien, on a les deux heels, donc Wyatt et Samoa Joe, qui s'allient contre Balor, parce que Balor a un cœur, comme nous disent les commentateurs, a un cœur plus gros que n'importe qui dans le roster, et ça lui permet de résister à peu près à tout. Donc, ils s'allient un instant, jusqu'à ce que Wyatt, à un moment donné, brise cette alliance du soir et attaque Joe. Au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a sur la fin Wyatt qui fait son Sister Abigail sur Joe, Balor qui attaque Wyatt donc dans le dos avant de lui faire son Sing Blade, Balor qui met Wyatt dans le coin avec des dropkicks et il fait son coup de grâce. Au moment où Balor, suite à ça, va courir Wyatt pour la victoire, eh bien Joe revient dans le ring, prend Balor, l'expulse du ring et couvre Wyatt, profitant donc du coup de grâce. 1, 2, 3, Joe le Samoan, victorieux de ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement entre ces trois-là? Bah, le match était bien et surtout je reviens sur la promo du début. J'ai beaucoup aimé le discours de Bray Wyatt. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais We are here. Wow. Wow. Joli effet de N'est-ce pas? lumière pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, effectivement. Donc voilà, j'ai reprenais Bray Wyatt. Non, je trouvais des fois ses promos sont complètement cryptiques et folles. Là, il a un angle, il parle de Brock Lesnar, il parle de la bête, de cette bête qui arrive, qui va conquérir le monde, qui est en train de se répandre et le seul qui peut l'arrêter, c'est lui. Donc alors qu'avant, il a plutôt un discours de destructeur souvent. Là, il se pose presque
en chevalier de la protection du monde contre cette espèce de créature, des créatures monstrueuses qui serait cette bête. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme angle. Voilà. Ok. Après le match était chouette. Et c'est vrai que j'ai bien aimé la période où Joe et Bray Wyatt ont travaillé ensemble, puis la trahison qui venait de Bray, alors que je m'attendais plutôt, je sais pas pourquoi, à ce que ça soit Samoa Joe qui tabasse tout le monde. Et la fin est intéressante parce que c'est une victoire dont avait besoin, je pense, Samoa Joe, parce que pour le moment, il a beau être The Destroyer, il a plutôt tendance à avoir des résultats moyens. Il a perdu contre Rollins. Enfin, il prend pas franchement le dessus sur tout le monde. Donc c'était bien de lui donner le spot. Ouais, tout à fait d'accord. Hein. Joe avait plus besoin que les deux de cette victoire-là. Balor est super over avec la foule, il est vraiment en phase ascendante. Son retour se passe plutôt bien pour l'instant. Wyatt, il a encore un peu auréolé de sa victoire du titre WWE à SmackDown avant qu'il change. Donc du coup, il est aussi plutôt intéressant. Donc c'est effectivement bien Joe qui avait besoin de cette victoire-là. Et puis en même temps, ça rappelle que dans le match qu'ils vont avoir dimanche à Extreme Rules, eh bien, c'est pas forcément ceux qui sont les plus forts ou les plus doués sur le ring qui vont gagner, mais c'est celui qui saura saisir l'opportunité au bon moment pour faire le tomber, comme nous l'a montré Joe ce soir. Donc on verra bien ce que ça donne. En parlant des autres de ce match, eh bien, dans le vestiaire, donc on a Seth Rollins, Seth freaking Rollins, qui est interviewé. Donc ce soir, il est en match dans le second main event, donc le vrai main event, hein, contre Roman Reigns. Et donc Rollins, il dit que forcément, il connaît un peu tout le monde, il connaît bien Roman Reigns, ils ont eu de bons temps lorsqu'ils étaient des potes du Shield, ils ont eu des temps un peu moins bons plus tard, mais dans tous les cas, c'est une guerre, et Seth Rollins, il owns Roman Reigns, donc Seth Rollins, il maîtrise, il teste Roman Reigns, et donc il a déjà changé par le passé la course de la WWE, c'est ce qu'il s'apprête à faire ce dimanche. Suite à ça, on a un match de nos amis les Cruiserweight, donc Lumière Violette oblige. Donc les Cruiserweight, mais ouais, que des effets spéciaux ce soir incroyables. Le studio s'est vu enrichi de plein de choses. Je suis pas équipé encore, en violet. Ah, c'est pas grave, tu as la lumière voyante, c'est le principal. Donc on a un match entre Rich Swann qui est de retour, hein, qui était un peu aux abonnés absents depuis un long moment, contre Noam Dar. Et donc forcément Noam Dar, il y a Alicia Fox avec lui. Et récemment, si vous avez suivi, il y a une rivalité à des gros guillemets entre Alicia Fox et Sasha Banks, The Boss, qui va accompagner du coup Rich Swann. Donc il y a un match entre les deux. Quoi dire? Eh bien du coup, à la fin, c'est Rich Swann qui gagne avec un Phoenix Splash. Il y a une tentative d'intervention d'Alicia Fox, mais Sasha Banks veille au grain et s'occupe d'Alicia Fox en la faisant tomber sur le bord du ring et la propulser aussi contre le ring. Oui, elle a pris cher. Ouais, elle s'est bien fait balader, la petite Foxy. Les deux, à la fin, Rich Swann et Sasha Banks dansent sur le ring pour le plaisir du public. Et on apprend que Sasha Banks sera ce mardi à 205 Live. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que tu penses surtout que pour sauver les Cruiserweights, eh bien, ils envoient Sasha Banks à la rescousse? Moi, j'aurais plutôt dit que c'est pour occuper Sasha Banks. Oui, je sais pas trop quel est le lien, mais on peut même préciser que Sasha Banks et Rich Swann ont un match en duo contre le couple là, ce week-end, hein, c'est ça? Ouais. C'est un pré-show du pay-per-view. Alors, je sais pas si c'est en pré-show. Ils ont annoncé effectivement un mixed tag team match entre Alicia Fox, Noam Dar versus Rich Swann et Sasha Banks, mais c'était pas dit en pre-show. D'accord, peut-être que c'est en main show. Ça serait peut-être la première fois qu'on aurait dans un pay-per-view deux matchs de cruiser. On verra bien. Dans tous les cas, voilà, le fait de la mettre là dans ce match avec les cruiserweights à Extreme Rules et à 205 Live. Effectivement, est-ce que c'est pour occuper la boss ou est-ce que c'est pour remettre du star power du côté des cruiserweights? Je sais pas. C'est pas très intéressant pour Sasha Banks, mais c'est vrai qu'on ne voit plus Dana Brooke, on ne voit plus Emma qui a priori est reblessée. Oui. Nia Jax a disparu aussi, je sais pas ce qu'elle a. Mickey James n'apparaît jamais. Enfin, quasiment jamais. Ouais. Plus trop souvent. Elle était là la semaine dernière, non, contre Alexa Oui. Bliss. Mais bon, oui, c'est vrai que on la voit de temps en temps, mais il y a personne, il y a pas de rivalité en tout cas à mettre à Sasha Banks à part Alicia Fox, et donc voilà. On verra bien ce que ça donne.
Pour parler de tag team mais plus sérieuse et plus classique, dans les coulisses, on retrouve Charlie Caruso qui avec le Revival, Say Yeah, donc Dawson et Wilder qui sont là. Hein, donc on n'a pas vu un petit moment puisque forcément un des deux était blessé. Et il nous montre la mâchoire qui est tissée de fils de fer, donc il a eu la mâchoire brisée. Donc forcément c'est l'autre qui parle, hein, et ce qu'on nous dit c'est qu'ils vont revenir très rapidement et réclamer ce pourquoi ils sont là, savoir les titres, la domination. Et donc il y a Charlie Caruso qui à un moment donné leur parle de l'agression de Enzo qui est arrivé la semaine dernière. Il y avait donc Enzo qui a été agressé, on ne sait pas par qui, et elle montre des preuves vidéo, donc en interview de la semaine dernière à Sasha Banks, en zoomant dans le fond, on voit que les Revival étaient là et sortaient d'un couloir. Donc elle dit, c'est bizarre quand même, Enzo se fait taper dessus et vous êtes dans le coin, ils font normal, hein, on travaille ici, on est occupé à faire des trucs de top guys, hein, donc c'est pas nous, arrêtez de nous emmerder, Enzo, on s'en fout. Donc ils s'en vont. Et peu de temps après, qu'est-ce que on voit? On voit Big Cass qui arrive à la tête des commentateurs puisqu'il y avait Corey Graves qui avait fait une remarque comme quoi peut-être que Big Cass n'était pas étranger à l'agression d'Enzo. Donc Big Cass qui arrive tout furieux, qui lui dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Moi agresser Enzo, mais t'es malade. Là, Corey Graves qui se ratatine, qui fait non, mais c'est pas ce que je voulais dire, le prends pas mal, monsieur me tapez pas s'il vous plaît. Et donc, c'est ce qu'il dire comme ça en fait, voilà. Ouais, et à la fin il se serre la main et Bika s'en va. Et encore plus tard dans l'émission, parlons-en maintenant, on revoit Enzo qui est retrouvé inconscient. Alors peut-être qu'en fait il boit beaucoup, il fait des comas éthyliques, hein, mais on nous dit que non, il s'est fait encore agresser comme la semaine dernière. Bikas arrive encore plus furieux. Kurt Angle est là, Bikas lui fait oui, ton enquête elle a intérêt à avancer, de toute façon c'est clair, on sait qui c'est Revival. Kurt Angle il dit ouais, on n'a pas de preuves, faut qu'on ait un dossier avant de les accuser. Bikas il fait moi je m'en fous, je vais m'en occuper, t'as intérêt à être plus vite que moi, sinon on va y avoir du grabuge. Voilà pour cette storyline. Alors d'après toi, est-ce que c'est les Revival qui tabassent Enzo dans les coulisses? Bon, ce serait trop simple. Après, la WWE nous fait souvent des histoires simples et c'est vrai que ça serait une logique pour le retour des Revival de les mettre en feud contre le Soft, si ça pourrait être intéressant. C'est vrai que si on suit les logiques de la WWE, c'est souvent le meilleur ami qui est en fait agressé. Hein. On se souvient de l'angle de Natalia et de Nikki Bella. Enfin, je sais pas si on veut s'en souvenir, mais non. Voilà. On va plutôt en parler de Shawn Michaels hein, et de son collègue, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'était très bizarre toute cette journée avec Corey Graves qui était avec Kurt Angle et puis là Big Cass qui vient voir Corey Graves et puis Enzo Amore quand même. Alors j'espère que la semaine prochaine ils nous referont pas le coup parce que qu'ils se fassent tabasser dans les coulisses 2 fois d'affilée, ok. Mais alors si au bout de la 3e semaine ils continuent à se balader seuls dans les couloirs dans une zone, c'est que vraiment ils méritent de se faire tabasser. Non, ouais, c'est... je sais pas. Après, effectivement, cet angle, comme quoi ça serait peut-être Bikas, pourquoi pas, ça pourrait pas être le truc le moins intéressant qui pourrait nous pondre. Maintenant, est-ce que ça serait pas signer la fin des spotlights pour Enzo? Parce que aujourd'hui, ça serait dommage. Enzo seul, à part faire du James Ellsworth style, comme il fait avec Carmella du côté de SmackDown, je sais pas trop quel avenir aurait Enzo tout seul à la WWE. Comme je ne sais pas quel avenir vraiment réserve la WWE à ceux dont on va parler après, à savoir ce Titus Bray, donc Titus O'Neil qui vient avec son protégé Apollo Crews contre Kalisto. La semaine dernière, il y avait Apollo Crews contre Kalisto, on nous remonte les images. Apollo Crews a perdu car visiblement il était distrait, hein. Titus O'Neil lui a aboyé des ordres, des consignes au bord du ring et Kalisto avait profité pour lui placer un Soledad del Sol pour la victoire et s'était bien fait engueuler par son boss et c'est ce soir Titus O'Neil qui va lui montrer comment on fait le boulot. Donc un match assez éclair et pas très intéressant entre les deux. À un moment donné, Kalisto qui essaie de placer la Soledad del Sol contre Titus O'Neil qui avec sa stature l'arrête en plein geste, s'assoit littéralement sur lui en lui clouant les épaules sur le ring, en lui chopant bien le maillot, hein, bien le slip comme ça. Kalisto peut pas se dégager parce que sinon il serait cul nu. C'est ce qu'on comprend de cette situation. Forcément, victoire de Titus O'Neil qui célèbre. Il y a Apollo Crews qui lui fait « Ouais, mais tu tenais le maillot quand même, c'est triché. » Il Titus qui lui fait « On s'en fout, on a gagné, on fait un selfie. » Et vive la Titus Brand. Voilà. Tu veux dire un truc sur ce segment et ce match hein? Oui, c'est une bonne question. Je me demande qu'est-ce qui est plus humiliant pour un luchador, se faire retirer le calbut ou le masque?
Peut-être qu'il y aura un match comme ça, Masque versus Kelbut entre les deux. Je ne sais pas, allez savoir. Hein. Qu'est-ce qui peut nous pondre d'intéressant avec ça? On n'en sait rien. Je ne vois pas en tout cas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à laisser en commentaire de la vidéo du podcast. Donc, après ce moment très intéressant, on continue avec un truc qui était un peu, vous allez voir, un peu particulier. Donc, c'est la championne donc de Raw, hein, la déesse comme elle s'autoproclame de la WWE, Alexa Bliss, Oui. qui arrive pour un segment qu'on nous a teasé tout au long de la soirée. C'est Bayley, It's Your Life. Donc, Bayley, voici ta vie. Alors ça rappelle des vieux segments, il y avait Mick Foley qui avait fait ça il y a des années lors de l'Attitude Era avec le Rock, hein. Il faisait revenir des personnes du passé du Rock pour témoignage. Il y avait aussi à l'époque à SmackDown Big Show et Jack Swagger quand Jack Swagger a été champion, puisqu'il avait été champion, qui avait fait comme ça, étaler toute sa vie. Et bien là c'est Alexa Bliss qui fait ça sur Bayley. Donc elle arrive, il y a une table avec plein de trucs, des photos, des coupes, des poupées, des jouets, et il y a 3 personnes, une dame d'un certain âge un peu mûr, un jeune homme et une jeune fille. On comprend que c'est des gens du passé de Bayley, et Alexa Bliss qui part sur une promo où elle essaie de se foutre de la gueule de Bayley, de prouver que Bayley en fait est un peu une jeune fille toute choupie et qui n'est pas capable d'être extrême, qui n'est pas capable de pouvoir la frapper avec un kendo stick, puisqu'elles ont un match à Extreme Rules pour le titre. Donc kendo sticks on the pole match, donc un kendo stick à disposition quelque part dans le ring, et quand on le chope, on peut l'utiliser. Et donc l'angle de ce qu'on nous raconte, c'est que Bayley est trop gentille et ne veut que faire des hugs au kendo sticks. Elle peut pas vraiment frapper quelqu'un avec. Et Alexa Bliss, elle est bien méchante. Elle pourra s'en servir et lui faire payer. Donc elle présente une vieille coupe que Bayley a gagnée. Est-ce que c'est pourquoi? Pour du baseball, pour du basketball? Non, c'est pour l'esprit sportif. Ah ouais d'accord, elle se fout sa gueule en disant il y a que les losers qui ont des coupes pour ça. Elle nous montre des poupées en essayant de nous faire croire que Bayley y joue encore à cette poupée finalement et la jette comme ceci. Bref, elle passe un moment assez gênant à essayer de faire un monologue pour faire passer Bayley pour la pire des cruches. Ça ne marche pas très bien. La seule chose qui marche, c'est le what. Hein. Le public commence à faire son what treatment. Dès que Alexa Bliss dit un truc, c'est what. Et bien du coup, il continue de plus en plus en chœur. Elle interroge donc les gens qui sont sur le ring. Il y a l'ancienne prof de Bayley qui dit que Bayley était à l'école avec son papa parce que elle supportait pas être seule sans son papa, donc son papa l'accompagnait à l'école. Ouh, la jolie petite fille. Et donc on en vient aux 2 autres qui sont des anciens camarades d'école de Bayley, sa meilleure amie et son ex-petit copain. Et là un moment super naze d'une telenovelas pourrie, où donc on comprend que l'ex-copain de Bayley en avait marre, puisqu'à chaque fois qu'il avait un rencard avec elle, il y avait toujours son père. Et le moment où il a voulu embrasser Bayley, pour la première fois, il a fermé les yeux, les a réouverts juste à ça des lèvres de Bayley pour découvrir que c'était le visage du père de Bayley qu'il avait en face et pas elle. Et ensuite, on apprend donc que son petit copain, en fait, il n'est sorti à Bayley que pour être proche de la copine qui est sur le ring. Et qu'en fait, ils s'aiment tous les deux depuis longtemps. Et donc, ils vont se faire un gros bisou. Après toutes ces années. Ouais, après toutes ces années, bravo, la WWE, c'est un peu le mythique du pauvre. Et donc Bayley, au bout d'un moment, en a marre, arrive sur le ring, commence à tabasser Alexa Bliss, mais Alexa Bliss avait un plan, car sous la table, avec toutes les merdes qu'il y avait depuis le début sur le ring, eh bien elle avait mis un kendo stick. Et donc elle prend un kendo stick, frappe Bayley qui se tord de douleur aux abords du ring, et Alexa Bliss qui est bien contente d'avoir fait cette grosse blague, et selon mon avis, de nous avoir fait perdre 10 minutes de notre temps. Est-ce que tu as trouvé ce segment aussi pathétique et pourri que moi? Je t'en prie, à toi Raphaël. Ah non, tu connais probablement mon amour pour Alexa. Elle sauve le segment en essayant de faire son maximum, mais c'est vrai que c'était très 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 sous-exploité. Moi, quand ils ont fait les teasings, je me suis dit qu'il y avait moyen qu'elle se foute bien de sa gueule et que ça soit drôle. En fait, c'était laborieux, c'était complètement sous-exploité parce que j'ai trouvé que les objets, les jouets, elle aurait pu faire des trucs beaucoup plus drôles. Là, c'était un peu pourri. Elle les prenait 2 minutes, elle les jetait. Les gens ont pas dit grand chose d'intéressant. Alors moi, j'ai bêtement rigolé, oui, quand il y avait le côté de ah mais en fait, tu m'aimais, la fille elle se tortillait les cheveux comme ça. Bon, bref. Mais en fait, c'était pourri parce que il est de suite arrivé pour la taper, donc au final, on saura même pas si c'était vrai, enfin vrai dans les ou si c'était inventé par Alexa Bliss. C'est tout de suite parti en baston. Le seul truc qui était intéressant, c'est ce coup du kendo stick sous la table. Après, de toute façon, le match, moi, je trouve la stipu pourrie parce que
c'est un kendo stick on a pole, donc on nous a dit que la fille qui l'a décroché pouvait l'utiliser légalement, mais ça veut dire est-ce que l'autre ne peut pas l'utiliser? Bah si, forcément, elles vont se le piquer, donc il n'y a aucun intérêt à... Bref, j'espère quand même qu'ils iront au bout du truc et j'ai pas trop envie de voir Bailey gagner ça. J'ai plutôt envie de pousser à fond le personnage d'Alexa Bliss en bonne grosse méchante, mais on verra. Ouais. Ouais, enfin moi j'ai trouvé ça particulièrement pénible, hein, vous l'aurez compris, on aurait dit un mauvais Melrose Place ou Beverly Hills. Non, c'était tellement long pour rien, juste pour donner un ou deux coups de kendo stick qu'on avait déjà vu il y a 2 semaines. En plus, deux coups c'était fini. Ça n'apporte rien, je veux dire. En plus, le côté se foutre de la gueule de Bailey parce qu'elle est gentille et qu'elle est niaise, etc. Charlotte l'avait déjà fait il y a plusieurs mois, ça avait été l'angle principal des promos de cette rivalité qui avait duré assez longtemps. Là, ça n'apporte rien. Hein. Je vois pas quelle différence ils nous font entre Charlotte heel à l'époque championne et là Alexa Bliss heel. On a juste changé les filles, mais la storyline reste globalement la même avec des segments qui sont pas terribles. Donc, espérons vraiment que le match de dimanche rehausse l'intérêt de tout ça. Il y a quand même un gros risque à ce que là, la division féminine, de Raw en prenne un sacré coup, puisque, comme on l'a dit, il n'y a pas grand-chose. La seule autre rivalité ou activité en parallèle, c'est Alicia Fox, Sasha Banks. Donc autant dire que ça va pas très fort chez les women du côté de Raw. On poursuit avec un retour de nos amis les Cruiserweights pour un tag team match. Donc on a d'un côté Austin Aries et Gentleman Jack Gallagher contre TJP et le roi Neville. Donc on aura un match effectivement dimanche de soumission entre Austin Aries et Neville. Et donc là c'est un match tag team. Un match qui a duré pas très très longtemps, comme d'habitude avec les Cruiserweights, c'est le deuxième segment Cruiser de la soirée. Chaque Raw, on sait qu'on aura 2 matchs Cruiser, celui-ci c'est le deuxième. Sur la fin du match, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a Austin Aries qui fait un suicide dive sur TJP et Neville à l'extérieur. Aries qui remet Neville dans le ring et essaie de faire un missile dropkick mais loupé. Neville qui va faire son Phoenix Splash sur Austin Aries qui l'évite et qui place donc sa prise de soumission, sa last chancery. Et le roi Neville est bien forcé d'abandonner puisque TJP à l'extérieur est toujours sonné par ce suicide dive. Donc c'est Austin Aries et Jack Gallagher qui gagnent. Et on verra juste un peu plus tard dans les coulisses Neville qui part furieux de sa défaite, qui se fait interviewer par Charlie Caruso. Il s'arrête 2 secondes, la regarde, grogne et s'en va, tout colère. Voilà. Un avis sur nos petits cruisers et ce titre qui va être défendu dimanche? Moi, j'ai surtout retenu le monsieur qui prenait des notes derrière Neville quand il était interviewé par Charlie Caruso. Je sais pas si tu as remarqué cette espèce de figurant qui était juste derrière, qui faisait comme ça, un petit chauve. C'était rigolo. Sinon, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on a cette affiche en tag team là, Gallagher et Harris d'un côté contre Neville et TJP. Oh, ça fait, enfin toi tu n'étais peut-être pas trop là ces dernières semaines, mais je l'ai déjà analysé avec Ringside, je me souviens. Alors là ils nous la refont pour toujours les mêmes. Oui, pareil, pour toujours la même feud. D'un côté l'anglais, de l'autre le portoricain servent un petit peu de. Je sais plus si est portoricain TJP. Non, il est américain, il vient de Californie, mais. D'accord. Enfin bref, en tout cas, voilà, il y a les 2 acteurs principaux de la feud et puis il y a leurs copains et puis voilà. Mais bon, oui, le match, j'en attends beaucoup quand même. Seule nouveauté finalement, c'est le finish avec donc Neville qui pour la première fois depuis qu'il est au Cruiserweights abandonne sur une prise de soumission qui est donc tout l'enjeu de leur match ce dimanche. Donc là aussi, est-ce que c'est un signe comme quoi la ceinture va changer? Est-ce que Austin Aries va pouvoir reproduire cet exploit et faire abdiquer le roi? Ou bien est-ce que le roi Neville va l'entourer de ses anneaux Saturne? On saura ça dimanche, on verra bien. On nous apprend aussi, pour finir sur les Cruiserweights, que à 205 Live, il y avait donc le dernier match de la rivalité Akira Tozawa et Brian Kendrick, un street fight match que le japonais a remporté. Donc peut-être la fin de l'histoire pour ces deux-là, la dernière leçon entre Kendrick et Tozawa. On verra bien, c'est pas comme si c'était non plus le truc le plus intéressant du monde. On arrive en coulisses avec Roman Reigns qui est interviewé, donc qui est concentré.
Donc comme Seth Rollins qui a été interviewé, qui avait fait un long monologue, là Roman Reigns, lui non, c'est un homme de peu de mots, hein, le big dog. Il dit que personne le own, hein, personne le maîtrise, personne le teste, et même pas Seth freaking Rollins, et que de toute façon voilà, c'est son titre, son opportunité, c'est le big dog et c'est son yard, bordel. Donc ça, tout ça pour utiliser bien sûr le main event qu'on aura un peu plus tard. Avant, on a un segment étrange. Donc si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé pour cette tag team, bien sûr qui déchaîne les foules hein, depuis leur création, depuis leur explosion. Golden Truth s'est terminé. Hein, Goldust avait trahi R-Truth il y a quelques semaines. Et on avait commencé à voir la semaine dernière un segment backstage filmé donc de Goldust qui nous refait la même cette fois-ci. Hein, donc il est dans le fauteuil du réalisateur avec son petit tantron de Shattered Dream Production, etc. Et il dit qu'il est réalisateur et que R-Truth voulait la lumière pour lui tout seul, mais l'or brillera à nouveau. L'âge d'or, The Golden Age est de retour. Bref, une promo cryptique. Mais pas dans le sens flippant Wyatt, mais juste chelou de la part de Goldust. On sait pas où ça vient mener. Et ceci est interrompu au bout d'un moment par R-Truth qui fait une parodie de ça dans un style beaucoup plus Harlem 70s avec des visuels, une petite musique effectivement hip-hop ancienne, groove. Et donc R-Truth qui fait une parodie finalement de la promo de Goldust en disant que lui aussi il est influencé par le cinéma, plutôt par des mecs comme Shaft. Et à la fin il dit qu'il va se venger de Goldust en reprenant la fameuse citation de Pulp Fiction, donc de Samuel L. Jackson. Hein. Donc il cite la Bible, donc c'est de Pulp Fiction avant que Samuel L. Jackson flingue des gars. Donc il dit que R-Truth est un bad mother, shut your mouth. Bref, voilà, ils ont dépensé du temps et de l'argent pour des segments l'un contre l'autre. Est-ce que tu attends quoi que ce soit de ce match qui s'annonce entre R-Truth et Goldust, peut-être en pré-show de Extreme Rules? Bah, sur le match, j'attends pas grand-chose. Mais ce segment a été sauvé par R-Truth, je trouve, parce que si je m'attendais à ce que ça soit la même que la semaine dernière et qu'il commence à vouloir lancer Goldust en solo pour je ne sais quoi, et en fait que ça soit interrompu avec cette auto-parodie, ça m'a fait sourire. Après, c'est pas foufou, et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans la carte, moi, j'ai un Goldust, là, j'ai l'impression qu'il fait vraiment son âge. Et là, quand je vois ces deux promos la semaine dernière et là, je vois vraiment le mec sous la peinture, et j'ai l'impression c'est le mec qui joue le même rôle depuis 20 ans et qui a l'air de plus donner à fond là. Il répète ses vieux trucs clichés. Je sais pas, j'ai l'impression que dans sa tête, tout en faisant la promo, il se dit vivement à la retraite. Bah peut-être, hein. Vivement la retraite seulement de Goldust ou vivement la retraite des deux, on sait pas, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur le circuit finalement, hein, sans jamais avoir réellement dépassé la middle card et le comedy wrestling. Est-ce que c'est un baroud d'honneur ou pas? On n'en sait rien. En tous les cas, je n'ai absolument pas la prétention de savoir vers où ça va aller cette histoire. On verra bien les semaines prochaines. Il est enfin temps de notre plat final, le vrai main event, hein, c'est celui qui clôt le show. Donc on a d'un côté l'architecte, le Kingslayer, Seth freaking Rollins, et The Big Dog, dont le yard est à lui, Roman Reigns. Donc un match entre les deux qui se connaissent forcément par cœur, et un match qui commence assez étrangement finalement, où les deux se jaugent beaucoup, un rythme assez lent, où les coups sont assez économisés, pas mal de clés de bras, où ils se cherchent à se bloquer les uns les autres, des démonstrations de force. Dès qu'il y en a un qui est expulsé à l'extérieur du ring, il met vachement de temps avant de remonter, ils s'observent beaucoup les deux, hein. Donc ils essaient de changer finalement des affrontements passés peut-être, donc ce qui est plutôt une bonne chose, jusqu'à ce qu'à un moment donné Roman Reigns donc prenne l'ascendant sur Seth Rollins et le place sur le ring, mais à moitié dedans, à moitié dehors, face contre le poteau. Roman Reigns qui prend du recul, court et saute et fait son drive-by, hein, ce coup, il fait un coup de pied sauté aux abords du ring sur le mec. Donc Seth Rollins là est compacté entre les pieds de Roman Reigns qui lui arrive dans le dos et le torse contre le poteau. Donc ça lui bousille les côtes, et donc c'est un peu l'histoire qu'on va nous raconter tout le long du match. Seth Rollins qui se tiendra régulièrement les côtes tout du long. À mon nez, vers la fin du match, ce qui se passe, c'est qu'on a Seth Rollins qui prend Roman Reigns sur ses épaules pour effectivement lui faire une powerbomb sur le coin du ring comme il a souvent l'habitude de le faire. Il réussit, mais Roman Reigns, au lieu de tomber et s'écrouler, rebondit suite au choc et lui fait un Superman Punch.
Les deux là s'écroulent, l'arbitre commence à compter puisque aucun ne semble se réveiller. On a donc du coup Rollins qui tombe au fur et à mesure à l'extérieur du ring, Reigns qui va à l'extérieur aussi pour le rattraper, Rollins qui le chope et envoie Reigns contre l'escalier en acier. Donc là Reigns se fait mal à l'épaule, hein. Vous vous souvenez, il se l'est fait blesser suite à son affrontement dantesque contre Braun Strowman. Donc blessure au côte pour Rollins, blessure à l'épaule pour Reigns. Qui sait qui va résister? On a Rollins qui revient dans le ring et qui fait un blockbuster pour un tombé de 2. Ensuite Rollins qui remonte sur les cordes et fait un frog splash sur Roman Reigns pour aussi un compte de 2. Rollins qui remonte encore sur les cordes pour faire un phoenix splash de toute beauté, mais Reigns l'évite. Et oui, et là, un gros spear pour clore l'affaire. 1, 2, 3. Le Big Dog bat donc le Kingslayer. Roman Reigns bat Seth Rollins. Roman Reigns est trop fort. Roman Reigns a battu tout le monde à la WWE. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre les deux? Roman Reigns bat tout le monde et c'est bien dommage. Je trouve personnellement que le match était très bon et c'est un des rares matchs effectivement de Roman Reigns où on a l'impression que l'adversaire fait vraiment jeu égal, voire le domine. Rollins a été assez bon et les deux se connaissent très bien et ont déjà donné de très bons affrontements par le passé. Moi, j'adhère totalement à la rencontre. Les enchaînements ont été super. C'est vrai que le Superman Punch qui contre donc la projection dans le coin du ring, ça a mis la foule en feu. Pour moi, la seule erreur, c'est le gagnant final parce que c'est Roman Reigns et il place vraiment Roman Reigns, j'ai l'impression, dans une configuration de Cena il y a quelques années. C'est-à-dire le mec ne perdra jamais en weekly, il va toujours gagner en weekly, il va quasiment toujours gagner en pay-per-view clean et une fois de temps en temps il perdra en pay-per-view sur une injustice et ça sera il aura perdu mais bon c'est une stipulation particulière et peut-être une fois tous les 3-4 ans il perdra clean et ça sera un coup de tonnerre comme ça avait été quand Owens a battu Cena. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait vraiment un haut du panier avec 2-3 catcheurs qui soient de niveau plus ou moins équivalent parce que déjà s'il y a blessure comme ça arrive ça peut compenser. Et là si Rollins avait gagné je trouve que avant le match le Fatal 5-Way ça aurait rebattu un peu les cartes. On se serait dit ah oui Roman Reigns bon c'est le Big Dog et tout c'est le favori mais Rollins il a son number comme disait l'ami James Ellsworth. Et ça aurait remis un peu plus de suspense. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Là, c'est ça, c'est le problème. C'est-à-dire que c'est trop téléphoné. Ça ne remet rien finalement dans ce match, hein, ce Fatal 5-Way qui s'annonce. Il y avait tellement de moyens de finir le match sans forcément faire perdre Roman Reigns. Parce que là, le problème, c'est qu'ils voulaient pas faire perdre Roman Reigns clean. Donc, ils ont été prêts à faire perdre Seth Rollins clean, qui pour moi est une énorme connerie. Puisqu'effectivement, comme tu dis, c'est décrédibiliser Seth Rollins, même si c'est pas le faire chuter, hein, puisque Roman Reigns est tellement mis sur un piédestal que perdre face à lui, c'est presque la chose attendue. Mais ils auraient pu faire une intervention de Samoa Joe, ou de Bray Wyatt, ou des deux, ou de Finn Balor qui arrive à un moment donné sur la rampe pour dire « Hey les gars, moi aussi je suis là » et ça distrait l'un des deux, etc. Ils avaient 5-6 moyens de finir ce match, même qu'elles soient un gros bordel, que les 3 autres arrivent, que ça interrompe le match, qu'on n'ait pas un vrai gagnant de ce match, c'est pas grave. C'était pas important de savoir qui allait gagner entre Roman Reigns et Seth Rollins. Là, voilà, je trouve effectivement dommage d'établir dans la hiérarchie que, ok, Roman Reigns bat clean, Seth Rollins, c'est établi, c'est clair, net et précis, sans bavure, donc voilà, c'est un peu dommage. Est-ce que c'est pas non plus une façon pour les bookers ou les scénaristes ou Vince qui veulent effectivement, qui adorent Roman Reigns, de dire vous applaudissez plus comme face Seth Rollins? Non mais regardez, Seth Rollins il est plus faible que Roman Reigns puisque Roman Reigns gagne. C'est dommage. Bon. En tout cas, c'était intéressant vraiment, je trouve, d'avoir booké l'affiche parce que comme tu dis, c'est plutôt face contre face. Ouais. Et c'était inattendu, donc c'était bien joué, un beau match. Moi, je sais pas, parce que c'est vrai que les interventions de tout le monde qui finit en bordel avant un go home, le soir du go home show, c'est aussi convenu, mais bon. Alors, est-ce que c'est pas une sorte de récompense, de compensation anticipative, si l'on peut dire, parce que Roman Reigns, je pense, ne va pas gagner dimanche. Je sens que c'est le genre de match justement où quand on le fout à 5, ça le protège un peu de perdre, mais il va pas prendre le tombé. Donc bon, là il aura gagné. Mais ouais.
On verra bien tout ça dimanche. De toute façon, on fera certainement soit peut-être une vidéo de prono, mais à minima une vidéo où on vous racontera effectivement Extreme Rules. Et donc c'est comme ça que se termine ce Raw, hein, sur un Roman Reigns triomphant et un Seth Rollins encore hébété de sa défaite, hein, et de ce gros spear. Donc le mot de la fin, mon cher Raphaël, ton top, ton flop et une note? Mon top, mon flop et ma note. Eh bien, écoute, cette semaine, c'est un peu difficile parce que c'est vraiment un Raw assez average, comme diraient les Anglais. Écoute, je vais mettre étonnamment mon top à ce début d'interaction avec Corey Graves parce que je trouve que c'est prometteur. Ouais. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, ça sera peut-être nul à chier, mais en tout cas, avec Corey Graves qui fait autre chose qu'un commentateur, surtout qu'il est très bon en commentateur, on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Donc c'est le top, c'est ce qui changeait de tous les Monday Night Raw de ces dernières semaines. Et mon flop, il y a eu pas mal de mauvais moments, je crois savoir à qui tu vas le donner, toi, aisément. Donc je vais dire que mon flop, j'ai été un petit peu déçu de voir qu'ils nous refoutaient exactement la même affiche chez les Cruiserweight qu'il y a une semaine ou 2 semaines ou 3. Et on en avait parlé avec Ringside, et Ringside lui-même, c'était il y a 3 semaines je pense, avait dit je vois pas pourquoi on voudrait essayer d'intéresser les gens aux Cruisers si on fait toujours la même affiche, et là c'est encore la même. Donc bon, c'est un go-home show, ils auraient pu nous foutre, je sais pas moi, on aurait pu avoir Gallagher contre TJP et les deux autres juste au bord du ring, ou quelqu'un d'autre. Bon, note, moi je mets 2,5, allez disons, parce que c'est vraiment moyen. J'ai trouvé des segments pas terribles, mais c'est un go-home show. Il y a eu des beaux matchs, ouais, les deux main events, comme tu dis, ont été quand même forts. On a 5 mecs là dans l'équation qui méritent tout à fait leur place, je pense. Et ça peut promettre un Extreme Rules sympa, donc moyen. Ok, très bien. Eh bien moi mon flop, évidemment, le segment Bayley, Alexa Bliss. It's your Nazi, life. ne jamais à refaire, je ne veux pas voir ça, merci. Mon top, c'est la même chose que toi, parce qu'il y a que cet élément-là dans tout l'épisode de Raw qui n'était pas une redite ou un remix finalement de ce qu'on avait vu la semaine dernière, hein. La semaine dernière, j'avais mis en flop qu'il n'y avait rien d'étonnant dans Raw la semaine dernière. Cette semaine, il n'y a rien d'étonnant non plus. La seule chose d'étonnante, c'était ça, Corey Graves, ce texto bizarre concernant Kurt Angle, l'interaction avec Az. Donc, ça mène à un truc ou pas, on verra bien. Dans tous les cas, c'était deux trucs qui m'a attisé ma curiosité. Et ma note, ça sera, moi je vais mettre un petit 2, hein, un tout petit 2, Ouais. parce que voilà, hormis 2 matchs sympas, le reste c'était vraiment moins que moyen, même pour moi. Voilà. Donc, on espère vraiment qu'Extreme Rules sera extrême, extrêmement bon surtout, et un peu palpitant. Donc, voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous retrouver l'audio sur iTunes et PodCloud. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, nous dire comment vous avez trouvé le show, comment vous trouvez notre analyse, nous poser des questions. Bref, interagissez, on interagira avec vous. Laissez bien sûr, s'il vous plaît, des plus, des pouces, etc. Si vous aimez pas, dites-le aussi, hein, on ne censure rien. On améliorera. On améliorera, on essaiera en tous les cas. Sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, c'est Catch-Up CDC. Et puis, écoute, mon cher Raphaël, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette review ensemble. Ben oui, ça m'a fait très plaisir. Je vois que tu n'as rien perdu de ton enthousiasme après tes vacances bien méritées, et tu avais un très beau costume. Ah, oui. N'est-ce pas? Alors Super. peut-être que la prochaine fois on verra d'autres costumes ou autres. Ce sera la question. On peut essayer, ouais. D'ici là, on vous laisse. Cette semaine, comme d'habitude, vous aurez le supplément SmackDown qui arrivera demain ou très prochainement pour raconter qu'est-ce qui se passe avec donc le nouveau champion Jinder Mahal. Et puis, comme on vous le disait, un podcast sur Extreme Rules où on vous racontera ce qu'on en pense. D'ici là, passez une excellente semaine pleine de catch et à très bientôt. À très bientôt. Salut!